La vraie vie de couple en Occident commence à partir d'un enfant. Si vous n'avez pas encore eu d'enfant, que vous vivez ensemble, il faut savoir que vous êtes en stage d'abord. Ça, ce n'est pas une vraie vie de couple. C'est à partir d'un enfant, à partir de votre premier enfant, que vous allez commencer à vivre la vraie vie de couple en Occident. Parce que tout est disposé. Tout est disposé pour fragiliser la cellule familiale. Il faut être un couple plus que fort, un couple soudé, un couple solidaire, un couple qui a une vision commune pour pouvoir résister aux tempêtes. Sinon, tout est disposé. Tout est prédisposé pour que la vie de couple, ça ne puisse pas marcher. Il faut voir au-delà de ce que vous voyez pour pouvoir réussir une vie de couple en Occident. Sinon, la vie de couple en Occident commence à partir d'un enfant. C'est là que tu vas découvrir la vraie vie de couple. Parce que tout est disposé. Tout est disposé. Surtout disposé à la faveur de la femme pour que une vie de couple ne puisse pas marcher en Occident. Mais il faut être plus que fort. Il faut être un couple plus que fort, plus que solidaire, plus que soudé pour pouvoir résister. Salut tout le monde. Salut. Alors, comme vous pouvez constater, on est en mode podcast. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Bon, j'espère aussi, hein. Voilà. Et si vous avez bien sûr d'autres suggestions, comment on peut améliorer la chaîne, bien sûr, nous mettre en commentaire. Ou bien comment vous trouvez déjà ce premier épisode de Coco et Kwale Podcast. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, j'ai rien à dire. Ok, super. Okay. Moi, je te trouve cool aujourd'hui. Ah ben, merci. Très beau. Toi aussi, très belle. Merci. Bon, je n'étais pas cool la dernière fois. Si, mais bon, La vie de couple après un enfant en Allemagne. En Europe, c'est très dur. Voilà les choses qui rendent la vie de couple en Europe vraiment. Justement, tellement on court, donc des fois j'oublie d'apprécier la personne que tu es, d'apprécier comment tu es beau, donc je profite pour le dire. Ah, merci. Toi-même, tu es belle, mais toi, je l'ai toujours dit. Hein? On connaît les Africains avec le romantisme. On vous connaît. Ok. Alors, tu as quelque chose à dire aussi par rapport au sujet? Il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est toi qui m'as présenté le sujet. Ouais. Ok, donc toi, vas-y, commence. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je dirais déjà que quand on s'est rencontrés, je veux dire quand on commence ensemble, je m'étais dit, les gens font des erreurs en couple parce qu'ils ne prennent vraiment pas le temps dans le mariage d'enjoy ensemble, en fait. C'est-à-dire, directement, dès qu'on se marie, on fait un enfant et directement, les challenges viennent et puis on lâche. Donc, je m'étais dit, quand peut-être on va prendre le temps de jouer ensemble, de monter, de descendre, comme on a fait d'abord 7 ans ensemble sans enfants en commun. Et je m'étais dit, vraiment, en prenant ce temps-là, ça va donner assez de force pour notre couple, pour challenger, enfin pour apporter un peu plus de force à des challenges comme l'enfant. Parce que je m'étais dit avant, c'est ce que les autres manquaient pour justement affronter le challenge de l'enfant. OK? Mais la venue de l'enfant, justement, a tout chamboulé, certes. Et j'étais un peu très étonnée que même les 7 années n'ont pas suffi pour ne pas avoir l'envie de tout lâcher et de divorcer. À ce moment, déjà pendant la grossesse, je me demandais, mais comment on fait pour résister à ça? J'étais presque pas aussi reconnue dans ce moment-là. C'était bizarre, en fait. Je me suis dit, hey, voilà la personne avec qui j'ai fait plus ou moins 7 ans, mais comment elle se comporte? C'est pas à ça que je m'attendais. C'est vraiment totalement différent.
est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'étais pendant les derniers 7 ans? C'était trop de questions, en fait. Oui, bon, mais moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui te faisait poser ces questions? Comment est-ce que je me comportais pour que tu dises que... Oui, je veux dire, il n'y avait plus... Déjà, c'était en plein Covid. Donc, la situation en elle-même déjà était très, très challengeante. La situation Covid qui a créé beaucoup de problèmes chez les gens qui n'arrivent pas à se supporter. Voilà, il y avait d'abord ça. Et je trouvais qu'il y avait un manque de beaucoup de choses. Tu vois, forcément, à ces moments-là, on compare à avant et après. Et je trouvais qu'il y avait quand même un manque d'attention. La venue de l'enfant aussi était très stressante. J'attendais un peu plus de soutien de ta part et que j'ai trouvé à ce moment qu'il n'y avait pas. Tu vois un peu. Et je pense que je t'avais même dit, surtout après la naissance de l'enfant, que je pense que entre toi et moi, ça va plus marcher, quoi, parce que non, c'est trop. C'est trop. Donc, pour dire combien de fois, ce n'est même pas forcément le temps qu'on a passé peut-être avant la venue de l'enfant qui peut peut-être renforcer, mais le challenge est vraiment un challenge, comme le monsieur dit. C'est comme s'ils ont programmé ça, en fait. C'est comme si le système a programmé, dès que l'enfant vient, allez, c'est fini, vous allez capituler. C'est tellement de choses. c'est tellement de choses que ça demande tellement de force. Et on se retrouve trop seul dans l'expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui peut être les causes? Bon, de toute façon, pour essayer de ressasser aussi comme toi, en fait, très souvent, lorsque l'enfant arrive dans le couple, on a très souvent l'impression de dire que les hommes fuient. Les hommes fuient, ils abandonnent les femmes. Bizarrement, un homme qui n'a pas fui, on le soupçonnait de ne plus être attentionné. Vous voyez, ça veut dire que quelque part aussi, très souvent parce qu'on est conditionné, on est habitué que lorsqu'on tombe enceinte, on a entendu tellement d'histoires. Je me dis que ça affecte beaucoup les jeunes femmes qui tombent enceintes. C'est qu'on a entendu tellement d'histoires d'hommes qui fuient, d'hommes qui sont irresponsables. Alors, dès qu'on tombe enceinte, on commence à projeter. C'est-à-dire qu'on commence à chercher la bête noire qui va prouver que celui-ci n'est pas vraiment... pour confirmer ce qu'on a toujours l'habitude de penser. Il n'est pas attentionné, il n'est pas... Pourtant, moi, dans mon expérience, j'étais le même. Je veux dire, je n'avais pas des choses que je faisais avant et que je ne faisais plus. Bon, avant, quand on voyait, quand on était ensemble, on faisait des vidéos, on chantait, on montait, on voyageait, on prenait des avions. Mais quand l'enfant est arrivé, on faisait plus. Et ce n'est pas que c'est moi qui ai arrêté de faire parce que j'étais plus aimable ou bien quoi que ce soit. Non, la situation a fait en sorte que ces choses ne soient plus possibles. Et d'ailleurs, vous savez comment l'enfant est né. On vous a déjà raconté. Ce qui fait en sorte que si vous-même, vous êtes quelqu'un de responsable et de sensible, vous pouvez comprendre que on ne pouvait plus avoir le même rythme de vie, on ne pouvait plus avoir la même façon de faire. Clairement. Et je me dis que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que toi, bon, il y a des gens qui s'accrochent à certains bons moments pendant longtemps, pendant que d'autres lâchent vite. Et les femmes, en général, je me dis, elles sont beaucoup plus sensibles à ces bons moments, à ces trucs. Donc, elles tiennent beaucoup plus, je me dis. Je ne suis pas en train de faire un jugement ici. Et nous, les hommes, on a la capacité très souvent un peu à let go rapidement certaines choses. C'est-à-dire que même quand elles sont choquantes au départ, mais on a la capacité à lâcher. Mais la femme, si quelque chose la choque, si une situation l'embrase, elle dure un peu plus longtemps émotionnellement dans cet état. Je pense que c'était ça, en fait. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu ça comme ça. Et puis, bon, honnêtement, je n'avais pas changé. J'étais le même. Quand je dis que je n'avais pas changé, mes intérêts aussi, quand l'enfant vient, tes intérêts en tant que papa deviennent autres. Même mes hormones mutent. Je veux dire, je suis plus l'homme. Je suis devenu la femme parce que on a souvent l'impression que l'homme reste l'homme quand l'enfant vient. Non, l'homme aussi, quelque part, la nature fait qu'il s'adapte
quelque part, même hormonellement, psychologiquement, à pouvoir accompagner le nouveau-né. Oui, Je pense que forcément, ça joue. surtout pendant la grossesse et oui, la naissance, il y a beaucoup d'hormones en jeu. En jeu et Donc, il y a ça nous beaucoup. affecte C'est vraiment un aussi. moment de tempête pour les gens. Mais penser divorce, moi, je n'ai jamais eu. Oui, elle a toujours eu ce genre de choses. Depuis qu'on s'est rencontrés, elle a toujours eu ce genre de conversation ou bien ce genre d'approche. Ben, moi, ça me fait pas chaud au cœur. Bon, on veut dire, j'ai toujours dit, bon, si tu veux divorcer, tu divorces. Mais moi, je ne vois pas une raison à divorcer. Bon, mais je comprenais que c'était la crainte du futur qui poussait à ce genre de comportement, de ce genre de pensée. Et qu'est-ce qui peut être la cause? Qu'est-ce qui nous stresse tellement en Europe? Pourquoi on ne ressent pas ce même stress, par exemple, en Afrique, particulièrement au Cameroun? Oui, bon, je suis d'avis que ce que le monsieur a dit, en Europe, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans les relations, tu vois. Il y a d'abord le facteur économique des Africains. Oh, okay. Oui, il faut comprendre que nous venons des pays pauvres. On n'a pas eu l'habitude d'avoir des pays appauvris, pardon. On n'a pas l'habitude d'avoir traité avec l'argent. Et quelle est notre culture? Quelle est notre façon de percevoir l'enfant en Afrique? L'enfant en Afrique, c'est un investissement. L'enfant en Afrique, c'est ce qui doit rapporter. Ouais. Et vous pensez que les Africains qui font 20-30 ans en Afrique et puis arrivent en Europe pour les études, je ne sais pas combien de temps, vous pensez qu'ils voyagent pas avec le bagage? Les bagages psychologiques n'ont pas de prix. Ça n'a pas, on ne pèse pas ça à l'aéroport. Vous voyagez avec ça. Donc, quand on arrive ici, l'enfant ici, on paye les enfants. On donne de l'argent, pardon. On donne un soutien à la famille pour les enfants. Voilà. Je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans la psychologie d'un parent africain qui subitement voit qu'il a un extra, à part son revenu, un extra de, disons, 200, 300 euros de plus. Ça claque. Et quelqu'un qui n'était pas habitué à avoir l'argent peut commencer à se dire, oh, machin. Donc, l'argent entre souvent d'abord en jeu quand l'enfant arrive. Parce qu'il y a des revenus extra. C'est vrai ce que tu dis déjà, parce que je connais beaucoup d'histoires où des couples se sont gâtés parce que l'homme veut on appelle en Allemagne le Kindergeld, donc l'argent pour l'enfant. Très facile en allemand. Et parce que la femme aussi veut avoir un certain contrôle sur cet argent. Exactement. Et ça gâte beaucoup de couples, seulement ce point-là. Et oui. Et je pense que c'est l'une des premières raisons, c'est un clash qui émane de notre conditionnement dans nos vies, dans nos pays et tout et tout. Le deuxième, pour moi, je pense que c'est aussi le fait que la femme, ici en Europe, obtient, lorsque l'enfant vient, il faut d'abord comprendre pourquoi beaucoup de gens font les enfants, les Africains font les enfants. Pas tous, mais la majorité. Oui. C'est que l'enfant ouvre beaucoup de portes ici. Par exemple, les papiers. Ça, forcément, oui. Vous allez voir, papiers, c'est... Oui, il faut faire l'enfant. Là, tu auras les papiers, tu vas rester ici. Ok. Donc, beaucoup de gens font les enfants pour ces raisons. Comme on s'est dit, les gens font les enfants parce que ça rapporte quelque chose. Ouais. Donc, ils font les enfants pour cette raison. L'enfant, un deuxième truc, c'est que il donne l'accès à la femme en Occident. Un point de pression. Un point de pression à l'homme. Donc, ce qui fait en sorte que quand l'enfant est né, la femme sait que cet enfant, si un me rapporte l'argent, et deux, donne un certain pouvoir. L'homme, au cas où ça marcherait mal, il doit payer pour cet enfant. Et il doit me payer au cas où... Égal comment la relation marche, tu sors au moins avec quelque chose quand il y a un enfant. Ouais. Oui, quand tu as un enfant, la femme en général est gagnante. C'est pour ça que le monsieur a dit que particulièrement pour les femmes. Au départ, il n'a pas voulu dire, mais je sentais qu'il allait là-bas. Il voulait préciser en fait que les femmes sous la pression. Oui, parce que la majeure partie de ces couples vivent dans un chantage permanent émotionnel. Donc l'enfant est tenu comme une arme contre le papa. Tu t'amuses, tu te fous dehors et tu me payes. Tu payes l'enfant. Et les hommes ont peur de ça. Donc, dès que l'enfant vient, tout le monde est sous ses garde-fous. Ouais. Qui sera le premier? La femme calcule déjà combien ça rapporte. Donc, petit micmac. Allez, c'est fini. Elle prépare là déjà votre sac en main. Elle prépare là déjà son propre sac en main. Elle est toujours prête à partir.
toujours prête à dire j'ai fini, toujours prête à te faire du chantage, tu t'amuses, j'appelle la police et ça se finit ici. Et l'homme a peur, l'homme sent que, oh, l'enfant est venu, ouh, sinon je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, avant de commencer le podcast, on a fait une petite discussion par rapport au pouvoir de la femme quand il y a, dans la relation, quand il y a un enfant. Et tu mentionnais comment les femmes sont émotionnellement très instables. Oui, la majeure partie des femmes africaines. Oui, et ce qui fait que le clash est vraiment très intense quand il y a les séparations. Et moi, je te faisais aussi savoir que les hommes africains sont aussi beaucoup émotionnellement très, très instables. Et je pense que ce pouvoir, dès qu'on arrive ici en Europe, est plus ou moins abusé parce que nous, en Afrique, du moins l'homme en Afrique, il a beaucoup plus de pouvoir et il en abuse aussi. Du coup, quand on vient en Europe et qu'on voit que, oh, j'ai le pouvoir de faire ça, on venge nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-arrière-grands-mères qui n'ont pas eu le pouvoir qui n'ont même pas eu la chance d'avoir une parole, de dire ok, voici ma part de l'histoire, tu vois un peu. On a toujours été écrasés, maltraités et tout ça. Du coup, arrivé en Europe, on n'a pas de pardon parce que c'est trop de souffrance. On a trop vu des femmes, et les femmes jusqu'à présent souffrent en Afrique. Tu vois, en fait, je pense que cette situation vient d'abord, comme tu as dit, de l'environnement d'où on vient. Et on porte ça. On porte toutes ces charges émotionnelles. Vous savez, nous, les enfants, voilà. Nous, les enfants, on est plus avec les mamans. Donc, on les voit pleurer, on les voit souffrir. Exactement. Quand il y a une situation comme ça, on se dit, ouf. Ouf, enfin, elles seront toutes vengées. Mais mais c'est... Et à la fin, c'est le même enfant que ça détruit, ça c'est certes. Mais voilà, non, on abuse du pouvoir comme on a vu des autres abuser. C'est ça que je voulais ajouter. C'est vrai que ce qu'on se fait, ce ne sont que les conséquences. En fait. Cet abus de pouvoir n'est que la conséquence d'un conditionnement. Et c'est pour cela que le monsieur Doman disait qu'il faut travailler, il faut que vous ayez une même vision, il faut que vous ayez quelque chose en commun parce que tout est possible. Et puis, il y a un autre aspect. Le sexe est très important, surtout dans les couples. Surtout dans les couples africains. Le sexe est vraiment au centre des intérêts. OK. Donc, ça dépasse tout, en fait, pour beaucoup de personnes. Ça dépasse tout. Je vous assure que pour ça, on peut casser, on peut briser l'avenir d'un enfant. C'est-à-dire qu'on s'en fout lorsqu'on veut le plaisir, l'orgasme sexuel. Donc, ce qui était le feu de la passion qui était là avant que l'enfant ne vienne, l'amour, les papillons et tout, ça descend. Et beaucoup de gens considèrent donc cette chute de libido comme étant la fin de l'amour. Parce que pour beaucoup de gens, l'amour, c'est l'acte sexuel. Malheureusement. Ouais. Beaucoup de gens disent que tu les aimes seulement si tu peux utiliser leur corps, si tu aimes leur corps. Ça fait aussi plaisir. Non, je ne suis pas en train de régner, j'explique un phénomène. Maintenant, les plaisirs sexuels, tout ça, tout le monde connaît. Mais je veux dire que, alors, quand ça chute, les gens ne se reconnaissent pas et ils se disent, oh, mon partenaire ne m'aime plus parce qu'il ne me touche plus. Vous voyez? Et moi, je veux qu'on me touche pour que je sache qu'on m'aime. Ouais. Donc, c'est des gens, en général, prisonniers de leur corps. Leur amour est prisonnier de leur corps. L'amour veut se libérer du corps, mais il reste prisonnier du corps. Forcément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'homme, il ne ressent plus grande chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tenté à partir de trouver un nouveau corps, une nouvelle passion. Ouais. La femme ne ressent plus grande chose, comme elle disait, elle est tentée à dire que ça s'arrête. C'est parce qu'on recherche le nouveau feu. On veut courir derrière les nouveaux feux pour aligner des feux et avoir l'impression qu'on a réussi sa vie. Je pense que ça joue aussi un rôle quand l'enfant arrive, ce côté-là. Le sexe diminue et beaucoup de gens n'arrivent pas à se détacher. Pensent que le sexe, c'était l'amour, en fait. Et la vie leur dit, ce n'était pas ça, il y a autre chose de plus maintenant que ça. Oui, effectivement. Mais accepter ça, c'est très, très difficile. Mais après la grossesse, surtout pour nous, les femmes, on a tendance d'abord à mettre
tout pour notre enfant. Et puis, Du c'est coup, naturel, le partenaire, en fait. voilà, c'est naturel. C'est Le la nature qui partenaire veut ça est comme ça. mis En sourdine. en sourdine et lui, il attend une femme toujours sexy, toujours comme avant. Et ça aussi, ça crée des clashs. Parce que l'homme a tendance à vouloir la femme toujours comme avant l'accouchement. Pendant que nos seins tombent, tout tombe sur nous, on grossit, on devient autre chose. Lui veut le avant. Et la femme se sent sous pression aussi. Et elle est départageante. Je mets la priorité à qui? L'enfant, le mari. Et le truc est que la femme aussi en ce moment a peur. Elle a peur parce qu'elle se dit que l'homme a la pression. Si elle ne fait pas, il va partir. C'est pour ça que la femme anticipe déjà les problèmes. Que tu vas partir, bon, il faut même qu'on se sépare déjà avant. Parce que il y a cette pression-là. Et c'est ça qui vient ajouter le poids à la relation. Et quand l'enfant arrive, quoi. Je pense aussi qu'il y a un quatrième point. L'administration en Europe. Nous, on sort des pays où quand tu accouches, peut-être tu penses même à l'hôpital, tu as directement, tu fais les papiers, puis c'est fini. C'est fini. Quand tu arrives ici en Europe, par exemple, pour mon fils, j'ai fait peut-être 3 mois pour avoir son acte de naissance parce que il est né dans une autre ville. Je suis étrangère, il fallait appeler le BED ici. Tu as un enfant, tu viens à peine d'avoir un enfant déjà qui est très chamboulant, la famille, comment entrer, et puis courir encore derrière les bureaux, derrière les papiers. Il te faut faire les différents entrées, comment on appelle ça ici en Allemagne, les différents, comment on appelle ça en français? Entrées. De toute façon, les dossiers. Voilà, différents dossiers, Elterngeld, en Allemagne, tout ça. Et ça te demande aussi une organisation qu'on n'a pas. On n'a pas l'habitude. C'est trop de bureaucratie. Trop de bureaucratie. Bon, je pense, pour moi, par exemple, je n'avais pas de famille à côté qui pouvait, je sais pas moi, rester avec l'enfant pendant que je fais tout ça. Il y a aussi le manque de soutien de la famille, généralement. Mais tu es tous les jours à bout de nerfs, vraiment très, très tendu aussi. Et tu as les visites des Jungendamt, on veut savoir. Ça dit que l'administration, l'État, c'est comme une troisième personne dans ton couple. Par rapport à l'enfant, on veut savoir tous les moindres détails, les différentes visites, est-ce qu'il grandit, comment il est. Tu as l'impression de devoir quelque chose, de faire les choses parce que tu es comme si quelqu'un te regarde. Est-ce que tu fais bien ton travail? Est-ce que tu fais bien ton travail et tout? Et je me rappelle une fois, on avait un rendez-vous avec, on appelle ça ici SPZ, donc c'est une institution qui regarde le développement social et émotionnel de l'enfant. Et la dame disait tantôt que je sais que tout ce que je vais vous dire de faire par rapport à l'enfant va challenger le couple. Donc, ils sont quand même au courant que tout ce qu'ils nous demandent de faire, ça apporte des tensions. Il y a même un autre point. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est que lorsque l'enfant vient au monde, quelque chose naît en nous. Quelque chose naît en nous, le fait d'être des parents. On est des parents, on a des rêves pour l'enfant. La maman pense comment elle sera une bonne mère, va faire de cet enfant un génie. Le papa pense comment il sera un bon père pour cet enfant. Tout le monde a des rêves. J'ai l'impression que quand l'enfant arrive, des gens mutent. Quelque chose se passe dans la tête des gens. Ils mutent de personnes normales à éducateurs, à transformateurs, à magiciens. Donc, chacun a son point de vue sur comment on éduque bien un enfant. Donc, ça, c'est le clash. Mais alors, international. Parce que ces professeurs, donc, qui se mettent ensemble, ces anciens élèves devenus professeurs juste parce qu'ils ont accouché quelqu'un, se mettent ensemble, c'est grave. Quand l'enfant arrive, ça crée des conflits. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer? Tu ne gardes même pas avec bien les l'enfant. amis. Même avec des amis. Je veux dire, c'est pas seulement en couple, mais même avec des amis dans le sens où, bon, ok, je laisse mon enfant avec, disons, le téléphone. Et tu pars chez quelqu'un qui trouve que le téléphone pour l'enfant, c'est la fin du monde, par exemple. C'est un clash.
Voilà. Je Si dis c'est que déjà avec les amis, c'est un cache c'est combien de fois dans le couple? horrible. C'est moi qui fais ça bien, c'est toi qui fais ça bien, c'est moi qui fais ça bien, c'est moi qui éduque bien, tu es un mauvais parent pour l'enfant, tu as un mauvais comportement, un mauvais exemple. Oh, toi, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et attention, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça détruit Mais et ça c'est... complexe. Pourquoi? Parce que la majeure partie d'entre nous, on vient des pays complexés, frustrés, où on a beaucoup insulté, réduit la femme, ouais. l'homme, ainsi de suite. Donc, quand les deux personnes-là se mettent ensemble, ils se réduisent au maximum. Non, et surtout pour les Noirs aussi. Ici en Europe, on est tellement réduit. Exactement. On veut montrer qu'on peut aussi faire quelque chose. Donc, que nos enfants ne tombent pas. Chaque fois que tu as dans le reproche de ta personne qui dit que tu ne sais pas faire, tu n'es rien, tu ne sais pas faire, tu ne connais pas faire, tu es un irresponsable, tu es une irresponsable, tu es folle, tu es terrible, tu es ceci. Parce que chacun discute être le meilleur parent pour l'enfant. Et je pense que c'est un sérieux problème aussi qui vient quand l'enfant vient. Ouais. Parce qu'on devient des professeurs, des magiciens. Et l'accès aussi aux réseaux sociaux, quoique j'aime les réseaux sociaux, l'accès aussi aux réseaux sociaux participe aussi beaucoup à ça, parce que dans les réseaux sociaux, on a 5000 professeurs de par le monde qui nous disent combien de fois nous sommes des parents feignants. Et vous ne regardez pas bien l'enfant, vous n'éduquez pas bien l'enfant. C'est ça. Et puis les couples s'envoient les vidéos, c'est-à-dire qu'ils vont suivre. Là, tu es en train de me cibler parce que c'est moi qui t'envoie toujours les vidéos. Là, tu es en train de me cibler. En fait, moi, je pense que c'est ce qui arrive chez les autres, mais les autres n'ont pas peut-être la capacité de comprendre profondément et de surpasser. Parce qu'on t'envoie les vidéos pour te dire, if you see a dad doing this and doing that, that's destroying the child. On t'envoie. Bam! Là, tu ressens qu'on a envie de te donner. On a tout passé le message, mais on n'a pas encore te dit ça directement. Tu as tout détruit mon enfant. La femme l'a dit ça, l'homme l'a dit ça, l'expert l'a dit ça. Non, des fois, c'est que je veux ton habit. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Ça veut dire que je pense que quand ce genre de choses est fait, quand vous êtes dans deux personnes dans un couple qui n'ont pas une grandeur d'esprit ou bien qui n'ont pas la capacité, comme le monsieur a dit, de vraiment être mobilisés, vous n'avez pas une énergie mobilisée, je vous assure, vous ne pouvez pas supporter toute cette surcharge mentale. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donc aidé à supporter? Je pense que notre fils a déjà 5 ans. Qu'est-ce qui t'aide vraiment? Qu'est-ce que tu conseillerais à des hommes comme toi de tenir le coup, le challenge? Bon, en fait, je conseillerais... Moi, vraiment, j'aime pas donner les conseils aux gens. Ou comment tu fais? Donc? Ok, je me considère d'abord comme quelqu'un qui n'est pas un professeur. Je ne sais pas garder un enfant. Je ne suis pas un bon parent. Je n'ai aucune connaissance de comment on fait bien les choses, on les fait mal en ce qui concerne l'éducation. Je suis simplement ouvert et je regarde. J'accompagne à mes capacités. Ok? J'ai aussi une compréhension peut-être un peu plus profonde de qui je suis, un contrôle de mes émotions. Pas contrôler, mais j'ai une mesure de mes émotions. Je sais comment gérer avec mes émotions. Franchement, je l'ai travaillé pendant plusieurs années. Je sais le faire. Donc, ce qui fait en sorte que certaines situations me passent comme on dit souvent là, sur la feuille de Macabo. Vous voyez un peu, ça veut dire que l'eau, quand il pleut sur la feuille de Macabo, l'eau, ça ne se mouille pas parce que l'eau, les gouttes tombent toujours et circulent. Donc, je sais me dépasser. Ce qui fait en sorte que je n'ai vraiment pas d'ego. Bon, c'est comme ça que je traverse ces choses. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si vous voulez savoir comment on le fait ou bien comment on devient ce genre d'homme, moi, je fais des vidéos dans ma chaîne YouTube, sans tabou, Kwali MBK, c'est sur YouTube. Le lien va apparaître là d'un moment à l'autre, ou là, je ne sais pas où. Mais de toute façon, venez, suivez. Je partage des idées, je partage comment on traite avec soi-même. Oui, moi je dirais ce qui m'a vraiment aussi aidé, c'est que effectivement pendant les 7 ans avec Kwali, avoir l'enfant, surtout que c'est Kwali qui m'a aussi amené à regarder un peu plus au profond de moi, à apprendre c'est quoi le développement personnel. C'est quelqu'un qui aime bien aussi parler du comportement et tout. Et je vous conseille vraiment de regarder sa chaîne. Vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Et c'est même tellement j'étais émerveillée par ça aussi que j'ai eu l'idée que, mais attends, je suis en train d'apprendre tellement de choses. Le monde en profiterait tellement de ce que tu dis. Et c'est comme ça qu'on avait en fait commencé notre chaîne.
Donc, quoique des fois, je dis que je veux partir, c'est, même si je pars, même d'ailleurs, même si, j'ai tellement gagné en compréhension de moi-même, les challenges de moi-même, qu'à un certain moment, je peux comprendre comment mes réactions, ou bien pourquoi certaines choses peut-être m'affectent, comment sont mes réactions, quels sont les bagages que j'ai pris peut-être de mes ancêtres ou bien de l'environnement où j'ai grandi, et savoir différencier les choses et savoir essayer de faire la part. Je ne suis pas parfaite, mais essayer de faire la part des choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a tenu à plus ou moins jusqu'ici 5 ans de challenge, qui m'a vraiment aidé à comprendre moi-même. En fait, c'est ça. Et aussi pour notre fils, on a compris que c'était très important d'avoir une certaine atmosphère autour de lui apporter beaucoup de soutien, d'être là pour lui, parce que... Il est déjà malade physiquement. S'il faut encore apporter des décharges émotionnelles, s'il faut encore lui apporter... Il est tellement habitué à nous, parce que nous étions son premier support depuis. Donc, ce qui fait en sorte que l'idée même de se séparer, elle est... ce qu'on appelle en allemand Selbstmord. C'est une idée, comment on appelle ça? C'est une idée suicidaire. Je veux dire, penser se séparer. Pour moi, ça ne vient pas dans ma tête parce que l'amour que j'ai pour lui et le besoin de l'accompagner le plus longtemps possible fait en sorte que je ne vois même pas les choses qui peuvent me pousser à me séparer. Je pense que peut-être s'il n'était pas, peut-être j'aurais vu des défauts ici, les choses comme ça, peut-être. Mais moi, c'est en fait ça. Ouais. Quand vous aimez quelqu'un... Et un truc aussi que je voulais ajouter, c'est que le malheur que nous avons, c'est que nous faisons les enfants, mais nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Nous les faisons pour d'autres raisons qu'on a expliquées ici. Oui. Mais en fait, l'enfant ici vient nous faire disparaître. Ouais. Nous, on veut continuer à vivre alors qu'on a créé un être humain. Même vous qui croyez en Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dans vos trucs, dans la Bible, il vous a dit quoi? Dieu vous crée, disparaît. Depuis, vous ne l'avez plus vu. C'est vous qui êtes maintenant. Quand on fait un enfant, c'est l'enfant qui devient. Et que nous devons apprendre à disparaître. À partir, ça c'est la génération future, ça c'est le futur de l'existence. Donc nous, on doit apprendre à ne plus être. Mais les couples, malheureusement, font les enfants et ils veulent exister. Oh mon ego, moi, je veux quand même être moi. Hein, il faut quand même que... Non, c'est pas ça, je ne vis pas pour les enfants, je vis pour moi. Il y a un moi qui est présent là tout le temps. Si avant on partait jouer le football avec ses amis, marcher, boire, aller en boîte de nuit, c'était nous. Maintenant que l'enfant est venu, il nous empêche d'aller en boîte de nuit. Avec lui, on ne peut pas aller en boîte de nuit, on devient malheureux. Malheureux, on commence à dire, c'est toi qui m'empêche, c'est toi, on se dit, parce qu'on se dit que je suis en train de mourir. Oui, tu dois mourir. Tu dois mourir pour faire vivre autre chose. Donc, toute l'énergie doit aller là-bas. N'ayons pas peur de ça. N'ayons pas peur de ne plus être. Parce que je pense que c'est l'un des aspects psychologiques aussi. On veut trop exister alors que la vie nous appelle à partir et à faire place à autre chose. Et l'enfant, c'est en fait ça. Donc, du coup, quand on voit, OK, on a un objectif, plus ou moins, le faire vivre le plus heureux longtemps, du mieux qu'on peut, le reste devient superflu, en fait. Le reste ne devient plus un challenge. C'est plus un challenge, puisque vous aimez tellement cette nouvelle mission. Vous êtes tellement engagé dans cette mission de faire grandir ce nouvel être, de lui donner un monde le plus accueillant possible pour qu'il se sente bienvenu dans un monde aussi cruel. Oh, tu l'as tellement bien dit. OK, je pense qu'on a donné toutes les raisons. Bien sûr, si vous avez... vos avis, vos raisons, en commentaire. Et n'oubliez pas, Coco Van Kings, c'est sa chaîne à elle, sur Facebook, sur TikTok. Et sur YouTube aussi. Vous pouvez visiter, vous les femmes, si vous êtes intéressés par... regardez vous-même. Si ça que vous voyez vous plaît et que vous aimerez aussi peut-être faire partie de ce club, le club des femmes aux cheveux naturels bien entretenus. Alors, n'hésitez pas de vous abonner là-bas. Merci bien, comme j'ai déjà aussi parlé, sans tabou
et pour votre développement personnel, pour affronter les challenges, égaler le challenge. Il est la meilleure personne pour ça. Et ouais, et vous aurez franchement beaucoup à apprendre. Merci de nous avoir suivis. Merci. Jusqu'au bout. Merci. On espère que, comme j'ai dit au départ, le nouveau format vous plaît. Et on attend vos avis en commentaire.